Est ou Ouest, ben, c'était la question de l'époque de toute façon. Est ou Ouest, politiquement, et d'un point de vue évasion, en réalité. Il y avait ceux qui se barraient sur la route à l'Est, qui allaient la Turquie, l'Iran, l'Inde, les Indes, Goa, les Babakouls, et il y avait ceux qui allaient à l'Ouest. Ceux qui étaient, en général, on était dans les mêmes pioles en France, mais on était plutôt attirés par le côté... pas tellement New York sombre et tout ça, surtout le côté Californie, le côté rêve psychédélique, le côté un peu tous amoureux en cachette de Janis Joplin, mais toujours un peu plus que le copain, enfin tout ce... Voilà, quand tu dis le jeune homme que j'étais, c'était ça, j'y pense toujours un peu tendrement, quoi, en fin de compte. On avait l'impression que c'était comme une sorte de passage initiatique, la route. C'est-à-dire, on prend la route, on part, quoi. Déjà, on passe des années d'adolescence, de post-adolescence à se dire, oh putain, on se fait chier dans ce trou. Ah, moi, un jour, je me casserai. Puis il y a les grands frères qui rentrent aussi. C'est du post-68, c'est du 78. Donc, en réalité, la route, elle était là. Elle était là depuis un moment. Nous, ce qu'on a vécu avec Patricia, et c'est la surprise en cours de route, c'était la fin de la route. C'est la fin de cette période où on pouvait se barrer, insouciant, sac à dos, où à la sortie des villes, il y avait plein d'autostoppeurs. Si on était bloqué à Lyon, c'était comme dans un jeu de Monopoly ou au jeu de loi. On était bloqué à Lyon, on pouvait être bloqué 2 jours, 3 jours à Lyon, tellement il y avait d'autostoppeurs. Ça semble très très dingue, mais voilà, il pouvait y avoir 10-15 autostoppeurs à la sortie d'une grande ville. Donc chacun son tour, on prend un ticket, on attend, on partage des sandwichs, on fume des joints, on dort dans les bas-côtés. Il y avait un petit peu ce côté rigolo, quoi. Parce qu'avec le temps, ça prend du goût. Avec le temps, avec le temps, comme dans une bonne vieille chanson, quoi. Je m'aperçois que l'anodin, que le quotidien de cette époque, ramène quelque chose qui n'est pas de la nostalgie uniquement, qui n'est pas de la mélancolie. Ça parle en réalité de choses qui sont contemporaines. Je veux dire, l'attachement d'un jeune couple, c'est contemporain. La découverte de situations un peu difficiles, c'est contemporain. Mais j'ai vu dans l'écoute, ou quand je travaillais avec Audrey Alouette, qui m'a aidé vraiment à structurer ce travail. Il y avait un décalage de plus de 20 ans, de 27 ans exactement entre nous. Ben, ce décalage, il était génial, parce que si on parle de bouquins, de cinéma et tout ça, on va être sur la même longueur d'onde. On parle, c'est de cerveau, les cerveaux, ils n'ont pas d'âge. Puis après, dès qu'on parle sur certains trucs spécifiques, ben, il y a les périodes qu'on a connues ou pas. Et elle s'en faisait une idée qui était complètement décalée. Du genre, oui, mais vous, à votre époque, vous aviez de la chance, vous aviez des utopies, des machins et tout. Puis je me dis, tiens, c'est vrai que c'est un discours que j'ai déjà entendu. Il y a, ah oui, mais vous, alors des fois c'est vous, les post-68 arts, vous avez tué le système. Ah oui, mais vous, les post-68 arts, il y a toujours une raison de se faire tacler ou... Et je dis non, mais c'est un peu faux tout ça. Parce qu'en réalité, ok, il n'y a plus de hippies, mais au fond, j'en suis toujours un. Donc est-ce qu'il n'y en a plus? C'est la question que ça a soulevé. Et il y en a qui disent, ah mais ça, il y en a plus parce que ça marchait pas. Moi je suis là, je me dis, qu'est-ce qui marche pas? Je suis amoureux, je suis content de nos gamins, je suis content de comment je vis, je suis content de comment j'ai pu continuer à gérer ce jeune homme que j'étais, à le driver, à le rendre un peu moins fou. Mais ça a fonctionné. Donc peut-être qu'au niveau global, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là que c'est aussi l'intérêt d'un échec d'une utopie. Moi je dis, à mon niveau personnel, ça a marché. J'avais envie de le dire. Elle a amené de la fraîcheur, simplement, de la rigueur, parce que c'est quelqu'un qui vient de l'écrit, c'est quelqu'un qui est à la fois éditrice et scénariste pour des trucs plus ou moins girly, des trucs dont je ne suis pas le public cible. Mais c'est quelqu'un que je connaissais personnellement, qui travaille dans un studio à Aix-en-Provence, et dont j'avais lu un projet de roman sur lequel elle était. Et je me suis dit, yes, ça m'intéresse. Non pas ça m'intéresse pour bosser avec, mais je me suis dit, ça m'intéresse. Ça, c'est une voix. C'est quelqu'un qui a 30 balais et qui écrit ça me plaît. Il y a rien de mieux, en réalité. Tomber sur un bouquin qui apporte quelque chose quand c'est écrit par un vieux clébard du fond de sa niche, j'allais dire, c'est normal. Sinon, c'est qu'il a rien observé, qu'il a rien mordu. Mais être épaté par la gamelle d'un jeune chiot, c'est mieux, c'est vachement mieux.
Il y a des auteurs, quand je suis épaté par un jeune auteur, ça m'apporte un bien fou. Parce que quand quelqu'un de plus jeune m'apprend quelque chose, ou a une manière de voir que je n'ai pas abordé, que j'ai jamais pensé comme ça et tout ça, je sais pas, ça a de l'intérêt parce que ça remet des tas de choses en question. D'abord, ça montre quand c'est brillant. Je pense pas, souvent je le cite, mais c'est un des dessinateurs qui m'a le plus bluffé ces dernières années. Entre autres, il y en a plein. Mais par exemple, Bastien Vives, l'approche qu'il a instinctive du dessin, la légèreté et en même temps la rigueur qu'il y a dedans. C'est juste, c'est jeté comme un bon jazzman joue, mais qu'est-ce qu'il joue? Il improvise, mais pourquoi il improvise? Parce qu'il a pratiqué. Et quand j'ai vu le boulot multiple de Bastien Vives, qui n'est pas un ami, qui est juste ni un collègue, ni rien, c'est quelqu'un, c'est des bouquins que j'ai pris frontalement. J'étais vraiment épaté. Je me suis dit, tiens, ben voilà, ça c'est une manière d'aborder le dessin. C'est pas la mienne, donc justement c'est intéressant. Johannes Farr, des tas de gens, que ce soit Trondheim, que ce soit Larsenet quand il met une grande claque de maestria graphique. Donc voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais voilà, dans le bouquin, il y avait une approche avec Audrey. La question était qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté cette rigueur d'avoir un texte où moi je suis de l'ordre du parler. Tu vois, là, j'allais perdre le fil. Ce qu'il faut surtout pas faire dans une BD. Par contre, je sais où je veux en venir. Donc c'était tout ce bloubi-boulga que pouf, je mettais sur la table. On en parlait, je lui amenais des séquences qui étaient prédécoupées. Je lui disais, voilà, je sens des dialogues comme ça s'est passé comme ça. Et avec elle, on travaillait ça. Je mettais des dialogues en anglais exprès, mais je voulais qu'ils soient compréhensibles. Donc elle faisait l'avocat du diable, du genre, je comprends pas l'anglais. Donc il faut que ce soit simple. Donc, mais on veut garder l'anglais. Après, même dans les tournures, comme on travaillait un langage qui est à la fois parlé, il est parlé parce qu'il y a des dialogues, techniquement, mais il est parlé aussi en voix off. Mais la voix off n'est pas que du langage parlé, ça doit aussi d'être un petit peu, diantrement ou diablement plus élaboré. Donc les middle class, le souvenir de middle class, c'est une réflexion que j'ai mise dans une voiture, mais qui était vraie. C'est du genre, ils nous invitent à bouffer une fois et tout, mais ils nous invitent à bouffer pas parce qu'on est des autostoppeurs, parce que ça c'est quand même proche des hippies, mais parce qu'on est des Français, et ça c'est plus proche de la civilisation et de la classe. Donc ils nous prennent, on était quand même gentils et propres sur nous. Eh ben, la discussion a tourné de savoir si la salade se mangeait avant ou après le fromage. Et pour eux, c'était tout ce qui était vital de savoir qu'on rencontrait des Français. C'était assez comique, on aurait dit du Sampé, quoi. Non, c'est vrai qu'on rencontre la marge, qu'on est à la marge, qu'on fait du stop. Il y a des gens sympas qui s'arrêtent, mais il y avait une certaine crainte, quoi. Comme on dit, il y a eu un âge d'or de l'autostop, il y a eu un âge d'or du mouvement hippie, et puis des choses, comment ils disent au Texas, stuff happens, shit flies. Les choses arrivent et la merde vole, quoi. Et du genre, Charles Manson arrive. Donc après une affaire à la Charles Manson, les gens prennent moins les autostoppeurs à cheveux longs, par exemple, ou à cheveux courts même. Donc voilà, quand tu disais la fin des années 70, c'est ça que ça représente, même si c'est bien des années avant, cette histoire de Charles Manson. Mais voilà, il y a la fin d'un rêve. Disons, des gens qui font du stop, c'est des gens qui n'ont pas de voiture dans les États du Sud. T'es suspect parce que tu n'as pas de voiture. Dans les gens qu'on rencontre sur la route, cette espèce de Charlie complètement désaxé, qui nous effraie, qu'on sait pas trop, qui est juste en fin de compte un type qui est trop largué pour être dans le vrai monde comme ça, avoir une vie réelle, quoi que ça veuille dire, cette phrase idiote, mais qui est pas assez frappadingue pour être enfermé totalement. Il est entre les deux. Mais les années Reagan, ça a fait quoi? On a fait des économies, et tous les gens qui étaient justement pas dans des camisoles de force, on a fait un faux assistanat, on leur a donné un chèque 2 fois par mois, et on les a vidés de tous les instituts. Donc ils se sont retrouvés partout, sur la route, dans les villes. Mais je dis, ils se sont retrouvés, on parle de milliers, de dizaines de milliers, à la taille des USA. Ça a créé un nouveau lumpen prolétariat, un truc de gens qui bossent à 10 euros de la journée pour faire des petits boulots de daube. Et voilà, c'est cette désillusion qu'il y avait. La classe moyenne qui se coupe, qui a trop de soucis, et qui voit pas ce qui arrive en dessous. Mais c'est valable dans les livres de London, c'est valable dans le bon vieux cinéma américain, ça se lit dans les scènes d'ouverture du Trésor de la Sierra Madre, dans un asile de nuit avec Humphrey Bogart. C'est pour ça que, avec le temps, il y a des scènes que j'ai pas mises sur tous les voyages que j'ai fait aux USA, mais c'est vrai que
J'ai peut-être plus appris en bouffant à l'Armée du Salut dans différents centres de l'Armée du Salut, quelles que soient les villes, humblement, timidement, pas pour voler la nourriture des pauvres, parce que c'était ma nourriture à moi. J'ai beaucoup plus appris dans des coins comme ça que dans des penthouses ou dans des soirées prout-prout 5e avenue où on pouvait croiser Warhol. Mais quand on sait qu'on pouvait l'avoir pour 10 000 € la soirée, je ne sais pas comment on appelle ce métier. À part celui de peintre, je veux dire. Les grandes phases, ça a été du genre le coup de bluff quand Audrey m'a amené un bout de texte. C'est-à-dire qu'elle avait écouté des anecdotes, et elle se pointe, et hop, elle a une pelote, et le bout de la pelote qui ressort. Et il suffit de tirer le fil. C'est-à-dire qu'elle a trouvé une scène d'ouverture. Elle m'a coincé, elle a trouvé l'idée. Après, trouver un style. Au début, je me suis dit, allez, ça va être un truc vite envoyé, il faut que c'est la patate. Allez, noir et blanc, 200 pages. Fait en un an. Non. En un an, j'avais tourné autour du projet, fait d'autres trucs autour, des illustres, des petites pages de BD et tout, mais un an réfléchir à chercher le trait, à revoir des trucs, à relire des bouquins. Et après, ça a été 3 ans pour arriver à 150 pages, plus 30 pages de dossier, mais 150 pages couleur. Mais pas un jour par page, 3 jours par page, en moyenne. Peut-être 2 fois, j'ai dû arriver à faire une page en une journée et demie. Donc, loin de ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que c'était un travail de, non pas d'énergie dans la vitesse, mais de réflexion, vraiment de réflexion. En temps de réalisation, ouais, il y a peut-être qu'1 jour par page. Mais en temps de réflexion, c'est, tiens, ça se passe où? C'était quoi? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce qu'on en ressort? Si c'est une histoire, si ça se passe, un ride, une personne, un haïku. C'est pas juste, il nous a pris là, il nous a sorti là, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous interroge? Qu'est-ce que ça nous fait? Après, des fois, c'est de se dire, ah ben non, il faut que ça aille vite, parce que ça a duré longtemps. Donc d'un coup, il faut dire, ah, 2 pages, plein de voitures. Puis après, ben, il y a des rencontres qui durent 5 minutes, mais elles prennent 6 pages. Donc c'est tout ce rythme qui était... pour ça que je fais allusion à une écriture cinématographique. C'est comment donner l'impression au lecteur qu'il est réellement avec les personnages, qu'il est réellement dans un rythme, qu'il va réellement dormir tous les soirs dehors. Mais je ne peux pas montrer tous les soirs où on dort dehors. Sinon, déjà, sur 2 mois, ben, toutes les pages, elles sont prises. Donc c'est comment arriver à saupoudrer assez de scènes qui vont diffuser les différents types de sensations suivant les différents types de planques qu'on va trouver quand on prend l'habitude de dormir dehors. Il faut qu'il y ait différents passages d'accélération avec montrer plein de portraits. Mais un portrait, ça peut être une voiture. Parce qu'une calandre, elle dit le caractère de celui qui est derrière. De la même manière que je crois que c'est Thoreau qui disait une maison n'est qu'une façade à l'entrée d'un terrier. Ben, une voiture, c'est juste un enjoliveur au bout d'une bite, quoi. Donc, suivant les... Des fois, c'est des portraits par des calandres. Des fois, c'est des portraits par le pare-brise, par les gens. Donc, c'était un jeu c'était un défi personnel d'arriver à recréer, d'arriver à faire croire aux gens qu'ils étaient avec les personnages. Pierrot est intervenu assez vite, c'est vraiment un très très vieil ami que j'ai rencontré jeune, qui bossait dans une librairie, qui est devenu un illustrateur, il signe Pierrot la Lune, qui est un illustrateur dans le monde du jeu, certains le connaissent peut-être, ceux qui aiment bien les beaux jeux dans des belles boîtes avec des beaux plateaux, des cartes et tout. Et ça aussi c'est un plan d'amitié. Il a sauté sur le projet, première fois qu'il fait une BD, une colorisation, alors que c'est un illustrateur. Et je me suis dit, bon, écoute, ça va être un boulot, il va y avoir de la page, merci de le faire, on va partir sur des colorisations. On va pas mettre en couleur, on va coloriser, on va mettre des ambiances. On va jouer maximum bichromie. Et comme ça, on sculpte les plans et on facilite la lecture. Et en fin de compte, même en lui disant ça, il a fait ce que j'appellerais des moments de prouesse, des morceaux de bravoure. C'est-à-dire que des fois, il a bien pigé. J'ai dit, mais des fois, on peut être en monochromie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est sculpter, donner l'ambiance. Donc, il a super bien travaillé le tonal, et par moment, il lâche des ambiances un peu plus. Et là, d'un coup, hop, c'est pareil, ça redonne du volume, ça redonne de l'essentiel. Et là-dessus, c'est pareil, ce qui m'intéresse, c'est sa mise en couleur. La version j'aimerais bien avoir une version noir et blanc, parce qu'elle ne véhicule pas la même ambiance. Mais sa mise en couleur,
Le noir et blanc apporte à la dramaturgie, ça fait sérieux, mais c'est ça. Là, on voit plus la composition, le machin, le truc. La couleur, c'est l'hypnose du réel, ce qu'il a amené. On y est, on y croit. Il balance, il a pigé. On est à l'arrière d'un van, c'est éclairé par un Zippo. On est à l'arrière d'un van, c'est éclairé par un Zippo. Et c'est vrai qu'il a sculpté. Là où moi je pensais qu'on allait taper dans du tonal, par derrière, comme en animation, pour détacher les plans. Non, il a vraiment, en plus, fait un travail voilà, de sculpteur. Donc voilà, respect Pierrot. Bien vu et sur bien vu. La peur, c'était la carte postale, tout le long. C'est-à-dire que des fois, il faut des séquences. Si on veut dire on est en Nouvelle-Orléans, il faut le dire. Si on est dans un bayou, il faut le dire. Si on est dans un désert, il faut le montrer. Mais ça a tellement été balisé, ce regard-là, je veux dire. Tout le monde a fait la route 66, en fin de compte, au bout du compte. Celle-là, c'est pour ça que on joue sur le chiffre, tout ça, peu importe. Ça, c'est la route des routards. C'est justement la route qui loupe les trois quarts des trucs touristiques. On n'avait pas le pognon d'aller dans les centres-villes. On a évité la plupart des villes qu'on a croisées. Parce que le centre-ville, ça veut dire, ouais, où tu vas dormir, tu peux pas te planquer facilement dans certains centres-villes. Il n'y a pas Central Park partout. Tu vas claquer de la thune, donc on voyait les faubourgs de certaines villes. On traçait, on allait à San Francisco. Donc éviter la carte postale. Et l'autre truc était sur les cadrages. Et ça, pareil, je suis content voilà, que tu notes ça, parce que c'était le langage cinématographique, c'est celui-là. On s'invente un dogme. Le fait de faire du réalisme, de sortir du cartoon, pour moi, le cartoon, c'est le dessin animé, c'est le théâtre, c'est le burlesque, c'est les marionnettes. Souvent, le cartoon, la case est une boîte. La perspective est souvent une fausse perspective, au fond, qui donne une profondeur à la boîte de la case. Le personnage, c'est un petit jouet Kinder, au fond. Que ce soit chez le Talon, Gaston, machin. Il y a un rapport à l'image, un rapport à l'espace. Un espace et là, on rentre vraiment plein pied dans de la théorie de BD, mais c'est ça l'amour de la narration, ça passe par maîtriser le médium, maîtriser cet aspect-là. Si on travaille en réaliste, c'est pas du tout la même chanson, c'est pas du tout la même perception et perspective. Alors, dans l'arrière, je mentionne la perspective narrative de Winsor McCay. Ils vont dire, putain, il se la pète, ça fait frimeur et tout. Non, mais n'empêche, tous les dessinateurs ont bien pigé que ce que je dis, c'est, vas-y, fais un escalier à la Winsor McCay avec les moulures sur les côtés, comme ils arrivaient à le faire, une page comme ça par semaine, et on en reparle de la perspective narrative. C'est ça. C'est quel est ton point de vue? La perspective, comme avait développé Book super bien, avec un bouquin, c'était ligne de fuite ou point de vue, un truc comme ça. C'est un point de vue, ça veut tout dire. Où tu mets ta caméra, dis ce que tu penses. Quand on regarde du Wells, on le sait. Quand on regarde certains types de cinéma, on ne le sait plus. Maintenant qu'on est dans l'ordre du zapping et d'une culture du cinéma qui est très riche d'ailleurs, hein, qui est hallucinamment bonne, c'est pas un jugement de valeur. Mais moi, je viens d'un temps un peu plus reculé, où l'image, elle se prémédite. Vraiment. Pour moi, les héritiers de Wells, d'Eisenstein, de tout ça, c'est les Jarmouches, c'est tournez pas la tête dans un film de Jarmouche, vous loupez un plan. Chaque plan dit un truc. Je veux dire, si le pot de fleurs il est à droite, posez-vous la question pourquoi il n'est pas à gauche. Ou j'ai une connerie, mais ça veut dire que chaque fois qu'il y a un plan où rien ne se passe, le plan dit quand même quelque chose. Donc si on n'est pas un professionnel de l'image, on le consomme, on absorbe, on prend l'émotion de l'image, c'est l'intention de l'artiste, de l'auteur. On est là pour raconter une histoire, pour recréer un réel, pour faire croire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens réalisent à la fin du bouquin qu'ils ont passé un moment dans un monde qui ont cru qu'ils étaient là, mais au fond, il y avait un crayon, il y avait un pinceau, il y avait une mine de plomb. Ouais, d'accord, il y avait une gomme. J'ai gommé beaucoup. Mais c'est fait avec ça, c'est de l'illusion. Et je veux qu'à l'arrivée, les gens, ils y croient. Que la voiture, elle roule. Mais je veux pas décalquer la voiture. Je veux pas une saisie d'écran. Je veux me la coltiner, la voiture. Et je veux qu'il y ait des erreurs dedans. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait des erreurs dedans, c'est ma manière à moi de dire, j'ai compris que je pourrais pas enlever toutes les erreurs dans mon dessin. Donc, il arrive à un moment donné, il faut être exigeant, et jusqu'où? Je ne veux pas passer ma vie à dessiner la bagnole parfaitement. Non.
Ce que je dis, c'est, là, c'est suffisant. T'y crois? Ça, c'est une Lincoln. Allez, roule. Elle roule. Après, il ne faut pas vérifier les perspectives. Et puis des fois, après, il y en a d'autres qui sont génériques de voitures. Parce que c'est pas important. Et des fois, c'est important. Et des fois, utiliser le Mustang, le cheval de la plaque du chromé d'une Mustang, c'est de la symbolique, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on les choure. Enfin, je veux dire, sauf que là, il faut la calandre. Mais voilà, c'est un travail sur le signifiant, c'est un travail donc sur la doc. Et la perspective narrative, c'est tout autant ça. Voilà, dire par des calandres, dire par le coup de l'escalier de Winsor McCay, c'est ça. C'est non seulement il faut le faire l'escalier, mais tu le vois d'en bas ou tu le vois d'en haut. Il est là le point de vue. Le vertige, il se maîtrise comme ça. Alors on apprend toujours ça en BD. Ah ouais, alors le fort, on voit d'en haut, le faible, on voit d'en bas. Oui, mais ça commence comme ça. Et après, on affine, on affine. Et après, on se dit, en fin de compte, deux personnes parlent. Ok, donc on est dans une TV novella. Alors après, on va apprendre des astuces. Elle continue de parler. Ah, puis elle parle. Puis elle parle. Puis après, on va dire, ah, puis elle parle. Puis après, on va dire, de loin, elle parle. Et puis après, on va dire, bon, ok, j'en ai fait le tour. Puis après, on se dit, merde, je veux deux personnes qui parlent. Puis on fait, ah, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui regarde, qui écoute. Parce que les yeux, ça peut être l'oreille. Ça montre l'attention. Et d'un coup, à quoi ça sert? On va dire, mais il est fou, il se pose des questions. Mais ça sert à envoyer l'info minimum du genre. Il y en a un qui parle, il y en a un qui écoute. Là, dans cette case, ne cherche pas une prouesse de dessin. La prouesse, elle est de n'en être pas une. Donc, renvoie à Bastien Vivès, grand maître de la théorie de la BD, qui dit dans Paulina quelque chose à peu près à propos d'un chorégraphe qui fait travailler une danseuse, qui cherche l'excellence. Et il lui fait dire, si tu ne montres pas la grâce et la légèreté, ils ne verront que le travail et l'effort. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, chapeau monsieur, ou jeune homme. Et tout le challenge, il est là-dedans. On fait quelque chose, quels que soient nos artifices de technique, il faut qu'à l'arrivée, ça ait l'air naturel. Que le lecteur y suive, que les personnages soient vivants. Et pour moi, c'était d'arriver, faire rire avec le temps, on arrive à le maîtriser. D'ailleurs, tu as vu comme je suis désopilant depuis 3 minutes. mais c'est un autre boulot. C'est comme le musical, le slapstick, voilà. Et là, je me suis dit, ben merde, non, c'est pas ça. Pour une fois, j'ai envie d'essayer autre chose. J'ai envie d'essayer autre chose. Je citais des mecs comme Jarmouche et tout, c'est ça, l'émotion qu'il y a dans Jarmouche, la légèreté, comment il arrive à trouver quelle est l'émotion d'une époque. Les émotions varient, les sentiments non, mais la manière d'exprimer les sentiments varie aussi. Et comment on arrive à toucher les gens? Ben on arrive à les toucher avec ces plans caméra, pour en revenir à ce qu'on disait. Je me suis fait un dogme, donc je disais, c'est du cinéma, on s'invente un dogme, on s'invente des règles. À partir du moment où on a des règles, on peut les enfreindre, mais on a un cadre. Et il n'y a de création que dans la contrainte. Sinon, je reste au lit.